Le second tour de la présidentielle en Tunisie opposera dimanche prochain Monsef Marzouki à Bedi Caïd Essebsi, deux hommes qui ne se cachent plus le mépris qu'ils entretiennent l'un envers l'autre. Plus d'1 million de personnes sont menacées par la faim dans les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola, un fléau qui a gravement perturbé les récoltes et réseaux d'approvisionnement. Et puis la Russie est entrée dans une dangereuse spirale de la crise monétaire malgré les mesures radicales adoptées pour enrayer l'effondrement du rouble, une situation qui affaiblit Vladimir Poutine. À l'instant, les titres à développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La Tunisie organise dimanche prochain le second tour de son élection présidentielle. Une élection qui opposera le président sortant Monsef Marzouki au chef du parti anti-islamiste Bedi Caïd Essebsi, annoncé comme favori. Si les deux hommes ne se cachent plus le mépris qu'ils entretiennent l'un envers l'autre, les Tunisiens espèrent tout de même achever à travers ce scrutin 4 années de transition, parfois chaotiques. Reportage. La campagne électorale s'est déroulée sans réel incident, mais a été marquée par des échanges d'invectives continus entre les finalistes tant les deux hommes se méprisent. Monsef Marzouki n'a cessé de présenter son adversaire comme un tenant de l'ancien régime, l'accusant même d'orchestrer des fraudes. En réplique, Bedi Caïd Essebsi se pose en candidat du retour du prestige de l'État qui a été miné selon lui par Monsef Marzouki. Il a d'ailleurs refusé de débattre avec son concurrent qu'il qualifie d'extrémiste et de courtisan des djihadistes. On a constaté que cette première partie de campagne était très virulente. Là, je parle au niveau des discours des deux candidats. Bedi Caïd Essebsi, expliquant que les électeurs du premier tour de Marzouki étaient en gros des djihadistes, de l'autre Marzouki qui conteste le résultat du scrutin avant même qu'il ait lieu, en disant en fait que le grand risque de cette élection c'était le bourrage des urnes au profit de son concurrent. Bon. Tout cela indique une dramatisation de la campagne électorale. Quel que soit le résultat du scrutin du 21 décembre prochain, les Tunisiens espèrent achever 4 ans de transition post-révolutionnaire sans basculer dans la guerre civile ou la répression comme le voisin libyen ou l'Égypte. En Tunisie, 3 scrutins ont eu lieu depuis 3 ans. Et à chaque fois, la transparence des élections a fait débat, surtout avant. Et puis comme par enchantement, une fois les élections terminées, hormis quelques contestations ici et là, la plupart des acteurs ont validé le résultat des élections. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour que le second tour de l'élection présidentielle échappe à cette règle. La Tunisie a en effet connu une multitude de crises politiques et fait face à l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Le pays reste néanmoins une référence pour la communauté internationale, les autres États du printemps arabe ayant largement sombré dans la violence. Plus d'1 million de personnes sont menacées par la faim dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Un fléau qui a gravement perturbé les récoltes et réseaux d'approvisionnement selon les agences alimentaires de l'ONU. Mesures de quarantaine et de confinement, entrave à la circulation, récoltes perdues dans les zones les plus touchées et fermeture des grands marchés pénalisent gravement l'accès à la nourriture des populations de ces 3 pays. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait plus de 6500 morts au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Dans ces pays, rappelle l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et le Programme alimentaire mondial dans un communiqué commun, l'insécurité alimentaire sévissait déjà de manière chronique. Si je ne recevais pas cette nourriture, je devrais aller en chercher dans plusieurs endroits. Et avec Ebola, je pourrais attraper le virus. Mais maintenant qu'ils m'ont donné à manger, je vais pouvoir rester à la maison et faire en sorte que ma famille et moi n'ayons pas à aller chercher de la nourriture dehors. Je suis très contente et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font pour nous. Un demi-million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave dans les 3 pays les plus touchés et ce nombre pourrait dépasser le million d'ici à mars 2015 si la situation ne s'améliore. Le PAM, dans ce sens, fournit des efforts louables. Le Programme alimentaire mondial et son partenaire SIDO ont entrepris de distribuer de la nourriture dans près de 47 000 foyers dans la zone de Waterloo.
Comme vous le savez, Freetown et la zone ouest représentent la moitié des nouveaux cas d'infection au Sierra Leone. Notre objectif avec cette distribution de vivres est de faire en sorte que les familles aient suffisamment de nourriture pour qu'elles n'aient pas besoin de sortir chercher de quoi manger et infecter des personnes au passage. So that they would not need to go out looking for food and in the process infecting others. Un appel est donc lancé pour une action urgente afin de rétablir les systèmes agricoles dans les 3 pays. Il est pour ce faire indispensable de fournir aux populations les plus touchées un accès aux semences et aux technologies permettant de surmonter la pénurie de main-d'œuvre. Les présidents tchadiens, maliens et sénégalais ont exhorté mardi les États occidentaux à achever le travail en Libye en intervenant contre le sanctuaire djihadiste installé dans le sud du pays et qui menace tout le Sahel. C'était lors du forum de Dakar sur la défense. Voici quelques extraits de leur déclaration. Il est prévu la réactivation de la force multinationale dans le bassin du lac Tchad en mettant un accent sur l'échange de renseignements, le contrôle strict de nos frontières et le renforcement de la coopération militaire avec nos partenaires. Pour ce faire, les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux, gage de tolérance et de cohabitation pacifique. La source, c'est là-bas, le sud libyen. Là. Il faut que la communauté internationale se convainque qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous le resterons, nous le demeurerons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guépier-là. Il faut redéfinir la doctrine du maintien de la paix. Les menaces à la paix ayant profondément changé de nature, les réponses à ces menaces ne devraient plus être les mêmes. J'ai cité le cas du Mali, Nord-Mali. Face à des groupes puissamment armés qui ambitionnent ni plus ni moins que de s'emparer des États, le maintien de la paix classique sous forme d'interposition après un cessez-le-feu ne peut plus prospérer. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. 20 ans de travail et 61 condamnations à l'actif du Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'institution se prépare à fermer ses portes sur un bilan plutôt mitigé. Une justice insuffisante qui aura quand même eu le mérite d'exister. Les images. Créé par l'ONU en 1994, le tribunal pénal international pour le Rwanda devait fermer le 31 décembre. Mais la date a été repoussée de quelques mois. Au total, 92 personnes auront été mises en accusation. 61 d'entre elles ont été condamnées, dont 7 attendent encore leur procès en appel. Il s'agit surtout de hauts responsables politiques ou militaires en fonction au moment du génocide, lequel génocide en 3 mois en 1994 a fait au moins 800 000 morts selon l'ONU. Cependant, le TPIR s'est attiré de nombreuses critiques. Lenteur dans les décisions, coûts élevés, distance avec les victimes qui n'ont pu y intervenir qu'en tant que témoins et n'ont jamais pu obtenir réparation. Le Rwanda n'avait pas voulu du tribunal sur son territoire. Il était en désaccord avec son mandat qui couvrait aussi d'éventuels crimes commis par la rébellion du Front patriotique rwandais. Aujourd'hui encore, le procureur général rwandais, Richard Muhumuza, regrette le petit nombre de suspects jugés à Arusha. En 20 ans, jamais n'a été tranchée la question de la planification et de la préparation du génocide. Le mandat du tribunal débutait en 1994, alors que le génocide avait été préparé dès 1990, d'après Kigali. Mais tous reconnaissent qu'il aura permis de mettre fin à l'impunité dont bénéficiaient jusque-là de hauts responsables politiques et militaires coupables des crimes les plus graves.
Une information en bref à présent. Un nouveau chapitre s'ouvre entre les États-Unis et le Cuba, ce dernier faisant l'objet d'un embargo commercial depuis plus d'un demi-siècle. Le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro se sont simultanément exprimés hier mercredi, l'un depuis la Maison-Blanche et l'autre depuis la Havane. Les interventions des deux chefs d'État ont annoncé une normalisation des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. On parle bien entendu de relations rompues depuis 1961. Le dégel de la coopération entre les deux pays, il faut le préciser, a été déclenché par la libération de l'Américain Alan Gross, écroué depuis 5 ans à Cuba, où il avait été condamné pour espionnage. Et pendant qu'un nouveau chapitre s'ouvre entre les États-Unis et le Cuba, la Russie est entrée dans une très dangereuse spirale de sa crise monétaire malgré les mesures radicales adoptées mardi dernier pour enrayer l'effondrement du rouble. Une situation qui fragilise bien entendu Vladimir Poutine. Après 15 années passées à la tête de la Russie, le chef de l'État n'a jamais géré une crise comparable. Les images. Guerre froide. Ce terme que l'on croyait disparu depuis 1991 a refait surface en 2014, remis au goût du jour par un homme, Vladimir Poutine. Le président russe s'est lancé cette année dans un bras de fer avec l'Occident, annexion en mars de la Crimée, puis soutien militaire aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine depuis, soufflant sur les braises d'un conflit qui a déjà fait plus de 4300 morts dans les deux camps. Sur le plan diplomatique, la communication tourne au dialogue de sourds, l'Occident et la Russie s'accusant mutuellement d'impérialisme. Si cela n'était pas arrivé, l'Occident aurait trouvé une autre excuse pour empêcher le développement de la Russie, pour consolider leur influence et utiliser la situation pour servir leurs propres intérêts. Vladimir Poutine a plusieurs fois critiqué les pays membres du G20 pour avoir imposé des sanctions économiques, imposant lui-même en représailles des restrictions. Il s'en prend également à l'OTAN, voyant d'un mauvais œil l'élargissement de l'alliance jusqu'aux portes de la Russie via une possible adhésion de l'Ukraine. Mais lors du sommet du G20 en Australie, c'est au tour du président russe d'être sous le feu des critiques. Il quitte la rencontre avant même la fin, prétextant une fatigue imposée par le vol retour. Dans son propre pays, l'homme fort du Kremlin bénéficie d'une hausse de popularité, liée en grande partie à un regain patriotique. Conséquence du retour de la Crimée, territoire sacré aux yeux des Russes, dans le giron de Moscou. De son côté, l'OTAN multiplie les exercices militaires et les démonstrations de force, en interceptant notamment des avions militaires russes au-dessus de la mer Baltique. Pas de quoi infléchir la volonté de Vladimir Poutine. La raison est simple, le président russe considère qu'il est dans son droit. C'est simple, nous sommes plus forts. Plus fort que qui? Que tous les autres. Parce que nous avons raison. La force réside dans la vérité. Quand la Russie est dans son droit, elle est invincible. Les sanctions occidentales et la chute du prix du pétrole ont fait plonger le rouble à des niveaux jamais vus. La monnaie russe a perdu la moitié de sa valeur face au dollar et la Banque mondiale prédit une entrée en récession du pays l'année prochaine. Mais après 15 années au pouvoir, Vladimir Poutine apparaît plus déterminé que jamais, au nom de la grandeur russe et pour une place de choix dans les livres d'histoire. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.